Nouveau numéro de votre émission, l'invité de Iring, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'était un numéro spécial consacré à des spécialistes de droit. Nous allons parler d'un ouvrage, le nouvel ouvrage du professeur Mampouya sous la houlette de la Cour constitutionnelle, une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence. Lui-même, le professeur Mampouya n'est pas sur ce plateau, mais nous avons le privilège d'avoir sur ce plateau un autre professeur, Trésor Lungungu Kimba. Il est docteur en droit, professeur à l'université de Kinshasa. Il est spécialiste en droit public. C'est un avocat de profession. Il est collaborateur du professeur Mampouya. D'ailleurs, vous avez participé à la rédaction de cet ouvrage. Tout à fait. Tout à fait. Nous vous recevons, c'est l'invité de Iringé sur Parfait Télévision. Heureux d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer de décortiquer cet ouvrage parce que déjà, à travers les médias, beaucoup en parlent et ça fait déjà polémique. En tout cas, certains scientifiques et d'autres politiciens pensent même que la rédaction de cet ouvrage a été motivée notamment par le dossier Matata Pogno, parce que parmi les cas de jurisprudence, le cas Matata Pogno a été également évoqué. Avec vous, nous allons essayer de décortiquer, mais de manière brève. Est-ce que vous pouvez nous résumer d'abord le contenu de cet ouvrage avant d'aller plus loin? L'ouvrage qu'écrit le professeur Auguste Mampouya sous le titre « Sous la houlette de la Cour constitutionnelle », une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence, oui, et l'aboutissement de plusieurs réflexions que les professeurs émérites, les professeurs ordinaires émérites et les professeurs Mampouya a commencé à mener depuis 2007. 2007. Depuis 2007, j'étais encore en ce moment-là étudiant à la oui, faculté de droit. Vous venez de me présenter. Je suis à ce jour professeur associé à la faculté de droit. Vous pouvez vous imaginer les trajectoires, les temps consacrés à la réflexion sur les secteurs de la justice. À l'époque, Matata Pogno n'était même pas... Je ne sais pas il était où. Oui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il était et tout. S'il connaissait les profs en ce moment-là, je ne sais pas non plus. Moi-même, j'étais étudiant. J'étais en 3e année de gradure. Oui. Voilà. C'est quand l'arrêt Trésor Kapuku est rendu par la Cour suprême à l'époque, faisant office de juge constitutionnel. Oui. Et dans cet arrêt, le tout premier, que les profs, dans son livre, à l'élaboration duquel j'ai collaboré, le prof Mampouya a qualifié cet arrêt du péché originel. Oui. En 2007, nous sommes sous un régime que vous connaissez. Exactement. Et heureusement, à ce moment-là, les profs n'avaient pas essuyé des injures comme maintenant. Parce qu'effectivement, la Cour suprême avait dit que la motion de censure, la motion de défiance, était un acte législatif. Oui. Tout étudiant de droit ou toute personne qui a des bribes de notions de droit public doit être étonné de cette définition émanant d'une juridiction suprême. La motion de censure est connue, une motion est connue comme un acte d'assemblée. Exactement. Ce n'est pas un acte législatif. Oui. Et donc, le prof, en ce moment-là, a publié un article très célèbre, les tout premiers moments, la première étape de l'élaboration de ces livres. Oui. Vient après, en 2011. Nous sommes sous un régime que vous connaissez. Exactement. Et Sous Joseph Kabila. Bon, vous les nommez. Oui. Il n'est pas non plus insulté. Il écrit un autre article quand on révise. Il était le seul. Le seul. Tous ceux qui prétendent aimer le Congo, qui prétendent connaître les droits constitutionnels, qui prétendent se battre pour l'état des droits, oui, personne n'avait parlé en ce moment. Pour la plupart, ils étaient de ceux qui initiaient cette révision de 2011. Dans la révision de 2011, le prof Mampouya constate qu'on a violé l'article 220 de la Constitution. Et il le dit, non seulement parce qu'il est professeur, qu'il est professeur de droit, mais légitimement parce qu'il fait partie modestement des rédacteurs. Là, je suis vraiment modeste. oui, Des rédacteurs et a contribué à l'élaboration de cette constitution que nous avons de en la 2006. Constitution Voilà. de la RDC. Oui, les comités scientifiques Exact. qui a travaillé à Kisangani avec la participation de plusieurs éminents professeurs, notamment les profs Évariste Bochab, les professeurs Essambo, avait à sa tête cette commission, le professeur Auguste Mampouya. Donc, il est dans son domaine naturel. Dans son domaine naturel, mais il ressent la paternité de certaines dispositions de la Constitution,
rédigé de sa propre main, notamment l'article Donc, il peut 220. mieux interpréter ces dispositions que quiconque Voilà, parce qu'il a participé à sa rédaction. il en connaît l'histoire, Oui. il connaît les manuscrits. Et donc, quand en 2011, on révise la Constitution et on touche notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, en amputant du pouvoir judiciaire les parquets, les profs estiment que là, on réduit la portée de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et il les dénonce dans un article. Oui. En même temps, en 2011, toujours dans cette révision, que beaucoup qui se font passer pour des modèles aujourd'hui ne pouvaient pas dénoncer, que beaucoup, au contraire, avaient plutôt facilité cette révision. Dans cette révision, on réduit l'autonomie des provinces. Oui. Alors que l'article 220 interdit toute révision ayant pour effet de réduire l'autonomie des provinces. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette réduction? On autorise le président de la République de dissoudre les assemblées provinciales en cas de crise persistante. Oui. Et on l'autorise également à révoquer les gouverneurs de province en cas de crise persistante. Oui. Donc, on déduit de cette révision de la Constitution qu'on a porté atteinte à l'autonomie des provinces, ce qui est interdit manifestement. Ça n'appelle pas de vous une spécialité en droit pour comprendre que c'est une atteinte, une réduction de l'autonomie des provinces. Et donc, déjà en ce moment-là, M. Irène, je vous en prie, je suis en train de vous montrer les débats qu'abordent ces livres. Exactement. Ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé en 2011. Je venais de sortir de l'université. J'ai fini en 2009. Oui. Je venais de sortir de l'université avec une licence en droit. Et donc, il était à la deuxième étape de sa réflexion. Et après, les profs abordent dans ces livres d'autres moments, d'autres arrêts emblématiques dans lesquels la Cour constitutionnelle de la RDC a tordu le droit et a fait, à son avis et à mon avis, mauvaise application du droit. La Cour constitutionnelle de la RDC s'est arrogée de compétences créatrices du droit. Pourtant, alors que la Cour n'en a pas. Alors que la Cour est un juge qui applique les droits. Oui. Les droits élaborés par les organes légitimement établis. Comme savoir, par exemple les constituants. Oui. Les constituants. La Cour est un organe institué. La Cour constitutionnelle n'est pas un organe constituant. Elle n'a donc pas les pouvoirs de s'attribuer des compétences constitutionnelles qu'elle ne lui aurait pas attribuées. La Cour va au-delà de ses prérogatives. Et la Cour le dit. La Cour a l'honnêteté de le dire dans plusieurs affaires. Oui. Je peux par exemple vous citer un exemple, ça serait un exemple très malheureux, mais je le cite, dans l'affaire Matata Pogno. Exact. La Cour constitutionnelle est saisie par la Cour de cassation. Oui. Sur deux modalités. La Cour constitutionnelle est saisie par la Cour de cassation sur une prétendue exception d'inconstitutionnalité qui n'avait pas été soulevée devant la Cour de cassation. Parce que les défenseurs de M. Matata avaient plutôt soulevé l'exception d'incompétence. Oui. La Cour de cassation transforme l'exception d'incompétence en exception d'inconstitutionnalité, qui n'existait pas. Et la Cour de cassation dit l'exception d'incompétence est implicitement une exception d'inconstitutionnalité. C'est que tout juriste rationnel, de bonne foi, qui ne fait pas de la politique, qui analyse les droits, doit être choqué. La Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle sur une fausse exception d'incompétence et la saisit également pour interprétation de la Constitution. Écoutez ce que fait la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle commence par rejeter la saisine en interprétation. Et là, elle dit les bons droits. Elle dit que la Cour de cassation ne fait pas partie de ces organes énumérés limitativement par la Constitution pour la saisir en interprétation. Bravo, c'est une très bonne chose. Et puis après, la Cour rejette aussi la demande de l'exception d'inconstitutionnalité parce qu'effectivement, la Cour constate qu'il n'y avait pas d'exception d'inconstitutionnalité. Mais la Cour dit cependant. Ayant bien dit les droits, la Cour dit cependant. Ajoute. Oui, malgré cet état de lieu correct, cette bonne interprétation du droit, la Cour dit, malgré cela, en tant que détenteur d'un pouvoir régulateur, parce qu'il y a violation des droits de l'homme, notamment ici les droits à un juge naturel. Est-ce que la Cour est là pour justement essayer de juger les cas de violation des droits de l'homme, comme vous le dites là? Et donc,
je vous suis en train de vous dire, M. Irène, que la Cour s'auto-saisit. Pour une première fois, la Cour constitutionnelle de la RDC s'auto-saisit sous les prétextes qu'il y a violation des droits de l'homme. Alors, tous ceux qui savent que le juge constitutionnel congolais est un juge suffisamment organisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dispositions de la Constitution qui définissent sa compétence, ses compétences, je dois dire, qu'il y a plusieurs qui déterminent la procédure de sa saisine, qui déterminent les conditions de sa saisine. Une loi organique qui vient détailler les dispositions constitutionnelles. Donc notre juge ne peut pas improviser sous les prétextes des droits de l'homme les modes de saisine. Je voudrais que nos téléspectateurs, allez-y, vous êtes là justement pour éclairer. Oui, pour beaucoup, ils connaissent les droits. Qu'ils réfléchissent. Je prends l'exemple de la cour d'appel, qui serait saisie en appel en matière civile au-delà du délai. Ils savent que le juge d'appel est saisi en appel dans un délai bien précis. Alors, le juge d'appel est saisi, l'appelant est victime d'une violation des droits de l'homme, mais exerce son droit en appel au-delà du délai légal. Le juge d'appel ne dira pas, parce qu'il y a violation des droits de l'homme, je reçois l'appel. L'appel interjeté ou formé au-delà du délai légal sera rejeté parce qu'exercé hors délai. Alors, le juge constitutionnel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de toutes les règles. Pourtant, l'état de droit, qui est devenu un slogan, qui est pourtant un élément de l'identité de notre République à l'article 1er de la Constitution, l'état de droit veut aussi que tous les pouvoirs institués, toutes les institutions instituées, notamment la Cour constitutionnelle, se soumettent au droit. La Cour constitutionnelle, donc, ne pouvait pas inventer un mode de saisine qui serait une auto-saisine sous les prétextes d'une violation des droits de l'homme. Et bizarrement, la victime de cette prétendue violation des droits de l'homme n'a jamais dit qu'elle était victime d'une négation ou de l'absence d'un droit à juge naturel. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, oui. En résumé, ce livre aborde plusieurs problèmes des droits. C'est ce que, en fait, j'allais poser comme question. Parce qu'apparemment, on a comme l'impression que les gens veulent beaucoup plus insister sur l'affaire Matata Ponyo. Question, est-ce que parmi les cas de jurisprudence, vous n'avez évoqué que les cas Matata Ponyo dans cet ouvrage ou bien vous avez parlé d'autres cas? Si oui, quels sont ces cas-là? Essayez de nous expliquer, comme vous avez par exemple expliqué aussi le cas Matata Ponyo. Je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune interdiction, à moins qu'on prenne une mesure officielle, que personne ne puisse commenter les arrêts rendus par la Cour dans l'affaire Matata Ponyo. J'aimerais vraiment insister. Tout en reconnaissant que l'ouvrage n'est pas consacré à l'affaire Matata Ponyo. Plus de 20 arrêts de la Cour constitutionnelle, commençant depuis 2007. Depuis 2007, je vous ai montré l'affaire Trésor Kapuku a été jugée par la Cour suprême de justice à l'époque en 2007. Donc, quelqu'un qui est de bonne foi ne peut pas porter une très mauvaise, méchante accusation, une calomnie. C'est une calomnie qui démontre la faiblesse de certaines personnes qui se cachent derrière les discours du droit pour faire de la politique. Le professeur Mampouya, donc, aborde plusieurs problèmes des droits. Les plus importants abordés ici, et nos téléspectateurs seront émerveillés. Le professeur Mampouya déplore une dérive jurisprudentielle, une tentation ou une habitude qu'adopte notre juge constitutionnel à créer de nouvelles normes constitutionnelles. Il est juge de la conformité des actes des autorités publiques à la Constitution. Il n'est pas constituant. Donc, le juge constitutionnel crée des règles de saisine. Je vous ai donné une illustration, l'autosaisine. Le juge constitutionnel devient celui qui exerce un autoproclamé pouvoir régulateur. Le prof Mampouya a fait le deuil à travers ses livres de ces prétendus autoproclamés pouvoirs régulateurs qui n'existent pas dans notre Constitution. Vous pouvez commencer sans être juriste de l'article 1er. Jusqu'au dernier article de la Constitution, il n'y a aucune disposition qui reconnaisse à notre Cour constitutionnelle les pouvoirs régulateurs. Le prof Mampouya les démontre. Le prof insiste aussi pour dire que si nous essayons de copier les autres États, notamment les Congo-Brazzaville, les Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres, qui reconnaissent à leur
justice aux organes qui ont pour mission de jouer le rôle du juge constitutionnel, Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, Cour constitutionnelle ailleurs, Oui. on les reconnaît la qualité d'organes de régulation, organes régulateurs, et non pas un pouvoir régulateur. Parce que... Il y a une différence entre organe régulateur Oui. et pouvoir régulateur. Exactement. Le professeur Mampouya concède que l'on reconnaisse même à notre juge constitutionnel qui n'a pas une disposition expresse, comme c'est le cas au Congo-Brazzaville, au Bénin, où la Constitution dit expressément Oui. que la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel exerce la fonction de régulation. Ok. Chez nous, ça n'existe pas. Mais le prof Mampouya dit, même si ça n'existe pas, ce n'est pas écrit. Oui. Mais je peux comprendre qu'on dise qu'en exerçant les fonctions, les compétences qui lui sont limitativement énumérées, la Cour constitutionnelle participe à la régulation de la vie publique. Vous voyez, la conception... La participation, ça peut être accepté. Oui, la conception est différente. Oui. La Cour conçoit les pouvoirs régulateurs comme un pouvoir supplémentaire, Oui. additionnel, en plus des compétences qui lui ont été limitativement énumérées par les constituants. Il s'arroge un pouvoir régulateur d'intervenir où les constituants ne lui ont pas donné de compétences, par exemple, de contrôler les décisions de justice. Les juges constitutionnels annulent les décisions de justice au nom d'un prétendu autoproclamé pouvoir régulateur, ce qui n'existait pas dans la Constitution. Ceux qui ont fait les droits avec moi dans les universités congolaises ou ailleurs, bon, chez nous c'est un peu plus particulier, notre juge constitutionnel ne pouvait à l'époque, avant 2006, Oui. contrôler que la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois, donc des actes législatifs. L'ajout des actes réglementaires comme matière devant faire l'objet du contrôle de constitutionnalité a été une grande révolution. Une révolution que notre constituant a opérée. Oui. S'il avait l'intention de reconnaître au juge constitutionnel, à la Cour constitutionnelle, la compétence de contrôler les décisions de justice, il l'aurait fait. Mais il a limité sa révolution aux actes réglementaires, aux actes des autorités administratives, dont aujourd'hui, la Cour constitutionnelle peut contrôler la constitutionnalité, la conformité à la Constitution. Mais la Cour étend cette compétence de contrôle de constitutionnalité aux décisions de justice. Tous les avocats, tous les magistrats, Oui. même au sein de la Cour, constatent cette dérive. Et les profs Mampouya viennent dénoncer. Alors, pour conclure au sujet de la fonction de régulation, les profs disent oui, en exerçant les compétences qu'on lui a reconnues, pas d'autres compétences, pas de nouvelles compétences, notre Cour constitutionnelle participe à la régulation de la vie publique. Dans notre Constitution, la fonction de régulation de la vie publique est plutôt reconnue au président de la République. Ok. La Constitution le dit clairement, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est donc un statut qu'on lui reconnaît, lui aussi, le président de la République, dans l'institution président de la République, dans l'exercice de ses compétences. On lui reconnaît donc ce statut en exerçant ses compétences de garantir le bon fonctionnement. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Mais même si on doit faire une concession, ce serait dans l'exercice des compétences qu'on lui a énumérées, les contrôles des actes législatifs et réglementaires, et non pas, par exemple, des décisions de justice. Je peux vous donner, excusez-moi, monsieur Irénée, quelques exemples de comment la Cour constitutionnelle, en exerçant ses compétences, participe à la régulation. Le juge constitutionnel congolais est un juge qui a la compétence de trancher les conflits d'attribution entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Si une matière est disputée entre les deux ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, il revient à la Cour constitutionnelle de trancher. C'est un élément de régulation dans ces domaines. Dans les rapports entre les règlements administratifs et la loi, si une loi intervient dans le domaine du règlement, ou vice-versa, c'est la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement, le Premier ministre, qui déclare que cette loi est intervenue dans un domaine qui n'est pas les domaines de la loi, mais plutôt dans un domaine du règlement. C'est donc la Cour qui régule les rapports entre les règlements et la loi. Dans les rapports entre l'État central et la province, là aussi c'est la Cour constitutionnelle. Donc, vous voyez que les constituants congolais, sans les dire, a reconnu la fonction et non pas les pouvoirs de régulation. Oui. La fonction de régulation qui est exercée
lorsque la Cour constitutionnelle exerce les compétences qu'on lui a limitativement reconnues. Alors, j'allais poser une question. En droit, je ne suis pas juriste, mais je sais que vous dites qu'en droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. En tout cas, ce n'est pas un principe général de droit public. Ok. Ce n'est pas un principe général de droit public. Je me suis limité au droit public pour ne pas engager un débat au-delà de ce qui concerne cette émission. En droit public, les compétences sont d'attribution. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on reste vraiment focalisé sur cet ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez me citer expressement d'autres cas de jurisprudence évoqués dans cet ouvrage? Parce qu'apparemment, vous ne l'avez pas précisé. À part le dossier Matata Pognon, quel autre cas de jurisprudence? J'ai lu aussi là-bas qu'il est dit que la jurisprudence n'est pas source de droit. Exactement. Ça signifie quoi exactement? Voilà, c'est ce qui devrait intéresser des bons juristes qui, pour répondre à un livre, doivent se mettre à écrire un article ou un autre livre et nous serons heureux de les lire. De les lire avec plaisir et de voir la solidité de leurs arguments, les fondements de leurs prétentions. Mais qu'on envoie des semi-lettrés à la télévision pour répondre à... Ah oui, c'est ce qu'on voit maintenant, des articles... Voilà, donc des semi-lettrés qui s'organisent pour passer à la télévision et qui disent ce que nous ne savons pas. Donc pour répondre à cette question, je voudrais dire que je venais de dire qu'en droit public, le principe est que la compétence est d'attribution. On peut reconnaître des compétences implicites que l'on connaît comme des compétences qui ne sont pas expressément reconnues, mais qui sont nécessaires à l'exercice des compétences nécessaires. Il faut qu'il y ait un lien de nécessité. Et là, je pense que dans les cadres de ces livres, les profs abordent l'argument des compétences résiduelles ou des compétences implicites que la Cour se serait attribuée. Mais pour répondre à votre question, la jurisprudence n'est pas une source de droit. En tout cas, pas une source formelle de droit. Parce que j'étais heureux de voir le professeur, je l'admire beaucoup, professeur Théodore Ngoyi, le jour de la présentation du livre, dire qu'il professe la même chose. Il enseigne la même chose et il est étonné de voir que les gens réagissent mal. Il y a également un livre que je peux recommander aux gens, qui avait été écrit avant celui-ci par Maître Matadi Wamba. C'est long que la jurisprudence. Ils vont lire ce livre, ils verront, effectivement, il démontre l'autorité relative de la jurisprudence, et surtout dans notre système romano-germanique. Mais je m'en vais vous dire que la jurisprudence n'est pas source formelle du droit. Pas seulement en droit international, parce que là, c'est encore beaucoup plus manifeste et clair. Le juge dit les droits, il applique les droits, il interprète les droits. Il peut faire une interprétation dynamique du droit, mais il doit partir du droit. Et les droits, ce n'est pas lui qui l'élabore. Une source formelle est un procédé de création du droit, un moyen par lequel les règles de droit prennent corps. Alors, le juge peut partir d'une règle contenue dans la coutume, dans la jurisprudence ou un principe général de droit, pour les faire avancer en l'adaptant, en lui donnant un sens qui réglerait les problèmes actuels qui n'étaient pas pris en compte à un moment donné. Mais le juge lui-même ne peut pas créer une nouvelle règle, il peut simplement faire évoluer l'essence d'une règle. Faire évoluer, mais... Il ne peut pas créer une nouvelle règle, faire évoluer l'essence d'une règle qui existe. Mais alors, à l'absence d'une règle, en produire une autre, par exemple, l'autosaisine, c'est une création. Donc, chez nous, en fait, il y a eu création plutôt qu'évolution. Non, il y a création. Vous voyez que les pouvoirs régulateurs, il existe où dans la Constitution? C'est une création. C'est une création. Les contrôles des décisions de justice, ça n'existait pas. Les constituants s'est limité aux actes ayant force de loi, c'est-à-dire la loi, plutôt aux actes législatifs, la loi, les actes ayant force de loi, et à ajouter de manière révolutionnaire les règlements qui devraient faire l'objet d'un contrôle de légalité, mais qu'il ajoute pour faire l'objet du contrôle de constitutionnalité. Mais au-delà de ça, il n'a pas reconnu au juge constitutionnel la compétence d'annuler les décisions de justice. C'est bien, mais si nous voulons cette révolution, on doit changer ou réviser la Constitution. Le juge constitutionnel ne peut pas lui-même devenir constituant pour s'ajouter des compétences. Donc, par exemple, les cas... Alors, je n'ai pas répondu à votre vraiment belle question, un sujet de débat doctrinal. La jurisprudence n'est pas source de droit, parce que dans notre droit, parce que quelqu'un peut dire que c'est parce qu'il est internationaliste qu'il est dit, mais quand vous lisez notre Constitution à l'article 153, alinéa 4, j'étais surpris. C'est comme ça que
un maître reste un maître. Même quand je suis devenu professeur, Vous restez maître. Je n'égale pas mon maître. Il reste, quand non, lui, il reste maître, allez, je dirais. Voilà, il reste maître. Parce que quand il a tenu cette affirmation pour les droits internes, au début, j'ai reculé. Vous voyez? Mais je savais que quand il dit quelque chose, il ne le dit pas sans fondement. Et ayant participé à l'élaboration de la Constitution, il me fait lire l'article 153. Ceux qui sont à la maison peuvent lire, prendre leur Constitution. Je peux donner quelques secondes. Ou sur les téléphones qu'ils lisent. L'article 153, alinéa 4, dit clairement que les juges appliquent les traités internationaux, la loi, oui. Ça va, la coutume pour autant qu'elle est conforme à la loi, oui. les règlements pour autant qu'elle est conforme à la loi. Et il s'arrête là. Il ne cite pas la jurisprudence. Si les constituants congolais oui. voulaient conférer à la jurisprudence cette nature, ils l'auraient dit. Oui. Il l'aurait dit. Rien n'est écrit. Le seul élément qui nous donne la nature de la jurisprudence dans cette disposition, c'est les verbes appliqués. Le juge applique. Okay. Les juges ne créent pas, les juges appliquent. En appliquant, nous ne refusons pas que les juges fassent évoluer les droits. En faisant évoluer les droits, cette évolution fait corps avec la règle. Il part d'un principe général, il part d'une règle coutumière, il part d'une règle légale, d'une norme contenue dans la loi ou dans la Constitution pour faire avancer la vie de la norme. Oui. Mais lui-même, du néant, ne peut pas créer une norme. Or, du néant, on a aujourd'hui un autoproclamé pouvoir régulateur, comme vous êtes en train de le dire, une autosaisine, le contrôle des décisions de justice. Je suis heureux qu'à la faculté de droit, les gens, les semi-lettrés seront encore plus jaloux parce qu'il y a des thèses, des projets de thèses, oui. que j'ai pris part à une réunion du conseil où on a inscrit une thèse sur la compétence du juge constitutionnel congolais dans le contrôle des décisions de justice. C'est un très bon sujet. Comme ça, il faut aborder Je pense que l'auteur de cette thèse qui est en cours d'élaboration recherchera difficilement les bases, les fondements, les justifications, en tout cas pas philosophiques, pas morales, mais juridiques dans la Constitution d'un prétendu ou d'une prétendue compétence de la Cour constitutionnelle dans le contrôle de constitutionnalité. Alors, il n'y a pas ici, il y a plusieurs arrêts. Oui. Je veux, si vous m'autorisez, allez-y. Vous citez par exemple l'arrêt qui a érigé, qui a légitimé l'union sacrée. Oui. Cet arrêt est abordé au regard du droit constitutionnel. Et le professeur Mampouya s'interroge. Pourquoi les juges constitutionnels, saisis à l'époque par les bureaux d'âge, encore que les bureaux d'âge, comme le disait un autre célèbre juriste congolais, parfait juriste, le professeur Kodjo, le bureau d'âge n'a de contact avec la Cour constitutionnelle que dans la transmission du règlement intérieur. Mais là, le bureau d'âge saisit la Cour constitutionnelle et la Cour, en réponse, déclare que l'interdiction du nomadisme, l'imitabilité de l'appartenance d'un député à un regroupement, oui. serait contraire à l'interdiction du mandat impératif. Ça, c'est un débat de droit qui n'a rien à voir avec leur débat. Ce débat est abordé ici. Oui. Pour dire que dans cet arrêt, encore une fois, la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel, a opposé ce qui n'est pas opposable. L'interdiction du nomadisme politique, de la transhumance politique, ou ce qu'on peut encore appeler les principes de l'imitabilité de la déclaration. Les députés déclarent au début de la législature s'il appartient à l'opposition ou à la majorité. Oui. Et ça ne peut pas changer jusqu'à la fin. À la fin Oui, il y a un petit tempérament pour les députés qui ont été élus comme indépendants. Oui. Ils ont une dernière chance, mais pour celui qui a été élu sur une liste, après la déclaration d'appartenance, il ne peut plus le changer. Oui. Pour la Cour constitutionnelle, cette disposition-là est contraire à l'interdiction du mandat impératif, ce qui est faux. On sait que le mandat impératif est interdit parce qu'un député n'a pas été élu avec une mission de faire X. Lorsqu'il ne le fait pas, il est révoqué. Vous voyez, c'est ça l'essence. C'est le peuple qui donne. Voilà. Le peuple, quand il élit un député, ne peut plus le révoquer parce qu'il avait promis de construire un pont, il ne l'a pas construit, il doit perdre son mandat. Non. L'interdiction du mandat impératif, c'est cela. L'interdiction du mandat impératif, c'est que les regroupements auxquels appartient un député, auxquels il appartiendra jusqu'à la fin de son mandat, ne peut pas lui imposer un sens de vote. Oui. Les députés, même de l'UDPS, même du PPRD, même du MLC, peuvent voter
contre les consignes données par ça, c'est son clair. parti. Ça, c'est la liberté du député. Exactement. Mais cela n'est pas incompatible avec l'imitabilité de l'appartenance. Et cela existe dans presque tous les pays. Oui. Aujourd'hui, quand on lit les droits européens, les conseils de l'Europe a des règles sur la transhumance, sur le nomadisme parlementaire. On le dit très clairement qu'il y a intérêt de rationaliser les mouvements parlementaires, de rationaliser pour éviter l'instabilité parlementaire ou un flottement de la majorité. C'est comme ça qu'on rationalise ces appartenances en disant, vous déclarez une appartenance au début, vous ne le faites plus. Cela n'hypothèque pas. Nous avons connu, paix à son âme, un des députés qui avait une parole libre, Henri Thomas Lokondo, tout en étant dans la majorité, il pouvait vous dire des choses. Voilà l'exemple qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'article 101 de la Constitution et l'article 110 de la Constitution, que pourtant, malheureusement, notre constituant a semblé opposer. Mais aussi, notre constituant, en disant cela, rend inutile une disposition de la Constitution. Or, en matière d'interprétation de la Constitution ou de tout texte juridique, d'ailleurs, les principes de l'interprétation de l'effet utile interdit que, quand vous interprétez une disposition, que cela ait pour effet de rendre inutile une autre disposition. Oui. Vous devez faire en sorte que les bons sens de l'interprétation concilient toutes les dispositions de la Constitution. Et je pense que le meilleur sens, c'est celui que nous donnons. Et aujourd'hui, on se demande, ceux qui vont aux élections, leurs candidats, ils seront présentés par les regroupements, les partis politiques qui vont payer des cautions. Et puis après, ils peuvent changer, ils deviendront libres. Ils peuvent à tout moment le faire. Là, ça va avantager le président de la République qui peut à tout moment changer des majorités comme ça selon... Mais ça peut aussi jouer en sa défaveur parce qu'une majorité peut basculer contre lui. Exactement. Donc, c'est une instabilité. C'est comme ça que cette disposition fait partie l'article 110 fait partie des dispositions qui rationalisent la majorité parlementaire. Et là, notre juge constitutionnel a rendu cette disposition simplement inutile et donc a fait une mauvaise interprétation. Et voilà, cet arrêt, c'est l'un des arrêts qui ne peut pas faire jurisprudence. Merci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ceux qui nous suivent doivent comprendre ou ont compris qu'en réalité, dans cet ouvrage, il y a plusieurs cas évoqués ici. J'ai même lu un autre cas, le cas par exemple de validation et invalidation des mandats des députés après élection. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a par exemple la question du contrôle de constitutionnalité des motions de censure. Oui. À Lubumbashi, et il faut féliciter ceux qui dirigent l'université de Lubumbashi parce qu'ils ont organisé en l'espace de 6 mois 2 colloques importants sur les droits constitutionnels, sur le fonctionnement de la gouvernance des provinces. La Cour constitutionnelle, depuis l'arrêt Kapuku, s'est conféré la compétence, l'arrêt Kapuku, donc 2007, les péchés originels, s'est conféré la compétence de contrôler la conformité à la Constitution des motions de censure. Pourtant, la Constitution lui limite sa compétence aux actes législatifs. La motion n'est pas un acte législatif. Et cela a quelles conséquences? Cela crée l'instabilité au niveau de nos provinces. Vous verrez un gouverneur destitué par une assemblée provinciale. Parce que les rapports entre les gouverneurs et l'Assemblée provinciale, c'est un rapport de confiance. Exactement. Les gouverneurs et l'exécutif provincial émanent de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Comme ici, les premiers ministres et l'émanation de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Donc, lorsque une Assemblée provinciale destitue un gouverneur par une motion, et une juridiction, une cour d'appel ou la cour constitutionnelle dit, voilà, il y a une violation d'un droit de la défense qu'on veut transposer dans tous les domaines, même au-delà du système où le constituant a écrit les droits de la défense, il annule la motion et rétablit les gouverneurs. Le gouverneur est obligé maintenant de cohabiter avec une assemblée, avec une majorité qui lui est hostile. Oui. C'est comme ça que dernièrement au Sud Kivu, vous avez vu, avec Théo, le gouverneur Ngwabiche, le gouverneur
destitué, la Cour constitutionnelle rétablie, Rétabli. une nouvelle motion maintenant, parce que les rapports politiques sont des rapports de confiance. On le voit La Cour à Kinshasa constitutionnelle- aujourd'hui aussi avec Oui, Godem Poyi, par la exemple. Cour constitutionnelle ne peut pas s'immiscer dans toutes les querelles politiques. Oui. Voilà ce qui est recommandé. Les querelles politiques se règlent politiquement. Il faut que les règles parlementaires trouvent un mécanisme parlementaire pour régler ce genre de problème. Tel que, par exemple, à Kinshasa, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, Oui, c'est c'est la la Cour Cour d'appel de d'appel. Kinshasa, Donc, mais- ça, c'est un cas... Mais également un cas malheureux, parce Un cas qu'effectivement, si une véritable majorité a posé cet acte, je transpose ces raisonnements pour que ça prenne beaucoup plus de signification. Ok. Notre actuel Premier ministre, en conflit avec sa majorité de l'Union sacrée, est renversé par la majorité de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, et la Cour constitutionnelle rétablit le Premier ministre parce que la motion qui destitue lui et son gouvernement aurait violé une disposition de la Constitution. Le Premier ministre doit cohabiter avec une majorité à l'Assemblée nationale qui lui est hostile. Vous voyez quelles institutions nous sommes en train de mettre en place. Oui. Donc ici, c'est un appel à la prise de conscience que ce genre d'arrêt, ce genre de décisions ne doivent pas faire jurisprudence. Il faut qu'on réfléchisse. Si nous voulons que ces pratiques qui ne sont pas constitutionnelles soient consacrées dans la Constitution, faisons une autre Constitution. Mais celle qui est en vigueur ne permet pas aux juges constitutionnels congolais d'adopter ce genre de pratiques ou de prendre de tels arrêts. Merci, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. C'était l'invité de Iringue. Nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le professeur Trésor Lungungu Kimba. Il est docteur Kidimba, merci, comprenez. Ouais. Il est docteur en droit, il est professeur à l'université de Kinshasa, spécialiste en droit public. Il est collaborateur du professeur Mampuya, rédacteur de l'ouvrage Sous la houlette de la Cour constitutionnelle, une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence. En tout cas, ça fait débat aujourd'hui. Ouais. C'est ça le bien en fait d'une œuvre scientifique qui est bien écrite. Ça fait débat maintenant. C'est tout le monde qui en parle dans tous les médias aujourd'hui. En tout cas, même les gens qui ne sont pas censés parler parlent. Certains parlent en bien, d'autres en mal. C'est la beauté de la démocratie. Mais dans la science, comme vous l'avez dit, il faut le faire par écrit. Il ne faut pas parler sur les réseaux sociaux. Écrivez, que ça soit accepté par la communauté scientifique. C'est ça la beauté de la science. Merci, monsieur. Je vous remercie. Notre plateau est disponible pour vous à tout moment pour d'autres débats scientifiques. Exactement. En tout cas, vous allez suivre cette émission en plusieurs rediffusions sur Perfect Télévision. La même émission sur Peter Tiani, RDC Télévision sur YouTube, sur Nyota Télévision sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, en France, aux États-Unis d'Amérique, à Bukavu, Goma, le Haut-Katanga. Vous allez aimer, vous pouvez nous contacter au numéro sur le bas de l'écran si vous voulez contacter les professeurs. Vous pouvez nous appeler, nous allons passer le message. Allez, merci beaucoup. Au revoir, professeur. Merci beaucoup, monsieur Irénée. Merci beaucoup. Un très bon plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini.